Voici la carte militaire de l'Ukraine au 7 juillet 2025 et on va commencer comme d'habitude par les frappes générales. Donc tout d'abord en mer Noire, on a le ministère de la Défense russe qui a déclaré qu'ils avaient détruit 3 drones navals en mer Noire, mais on ne sait pas où, ils n'ont pas précisé où. Donc bref, 3 drones navals ukrainiens détruits en mer Noire. Là, sur Donetsk, on a eu 3 frappes ukrainiennes. Donc, une première frappe sur Raputkivsk. Un dépôt de munitions a été détruit de taille relativement modeste, mais bon, bien joué côté ukrainien. L'explosion n'est pas extrêmement impressionnante, c'est sûr. Alors, forcément, c'était pas un grand dépôt de munitions puisqu'il était très proche de la grande ville de Donetsk et là en plein milieu d'ailleurs d'une petite ville ici. Donc c'est pour ça que le dépôt de munitions n'était pas énorme. Il y a eu une frappe aussi de missiles sur Yanivka. Alors c'était pour détruire soit une gare, soit des voies ferrées, parce qu'ici il y a des voies ferrées très denses mais il n'y a eu aucun dégât. Donc c'est tombé dans un endroit où il n'y avait strictement rien. Donc là, ils n'ont pas bien joué sur ce coup-là. Ils ont visé à côté, chose qui peut tout à fait arriver. C'est pour ça que j'avais mis RAS, puisque là, ils n'avaient fait aucun dégât. Alors là, sur Donetsk même, en plein Donetsk, on a eu un Storm Shadow qui a atterri sur un marché, mais vers 22h10 du soir, donc tard le soir. Donc on pense que, des connaisseurs pensent qu'en fait c'est un accident, le Storm Shadow, qu'il n'aurait pas dû atterrir là, mais il y a tellement de brouillage électronique autour de Donetsk qu'il aurait été dérouté, il serait tombé accidentellement sur un marché de Donetsk. Ça a fait un mort et quelques blessés, mais très peu de dégâts étant donné que c'était un Storm Shadow. Donc visiblement, c'est le brouillage électronique russe qui aurait dérouté un Storm Shadow. Ce n'est qu'une hypothèse. Ou alors c'était une mauvaise utilisation, un mauvais guidage à la base du Storm Shadow. Mais il y a de fortes probabilités que ce soit plutôt un brouillage russe. Alors maintenant, on va quitter l'Ukraine, on va faire un tour en Russie et d'après The Kyiv Independent, donc un journal ukrainien qui montre une photo d'ailleurs, Tcherboskary aurait été visé et particulièrement son usine qui fabriquerait, toujours d'après Kiev, des antennes Cometa, donc c'est les antennes qu'utilisent les Géranium 2, aussi appelés en Occident les Shahed 136, même si les Géranium 2 Geranva sont purement russes. Hein, ils ont été améliorés par les Russes, donc ce ne sont plus des Shahed 136. Bref, c'est un détail. Alors, bon, j'ai vu la photo de l'explosion. Bon, c'est une véritable explosion. Ça n'a pas l'air vraiment majeur, mais une explosion tout à fait moyenne, normale, qu'on s'attendrait de voir d'un drone typique qui explose. Alors, bon, même dans le journal de Kiev, ils disent qu'ils ne savent pas l'ampleur des dégâts. Donc, bon, déjà, on va croire Kiev sur parole. Hein. Bon, je pense pas qu'ils mentent sur ce genre de choses. Donc, on va dire qu'une usine de fabrication d'antennes Cometa a bien été touchée par un drone. Alors maintenant, évidemment, on ne sait pas, a-t-il été envoyé d'Ukraine? Et dans ces cas-là, il y a plus de 1000 km entre ici et là, où est-ce qu'il a été envoyé de Russie, comme les Ukrainiens savent le faire. Ça permet d'avoir un drone qui a beaucoup plus de chances d'atteindre la cible et d'avoir une charge explosive plus grande. Parce qu'évidemment, un drone envoyé d'Ukraine qui doit faire plus de 1000 km, ça veut dire une charge explosive en général qui est plus faible évidemment qu'un drone qui est envoyé de 40 km par exemple.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement. Alors maintenant, évidemment, tant qu'on ne connaît pas l'ampleur des dégâts, bah, on ne peut pas vraiment commenter. En tous les cas, ce que je peux vous dire en petite précision technique, c'est que les antennes Cometa des Géranium 2, je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Il y en a plusieurs dans un Géranium 2, ça permet d'éviter le brouillage électronique. Et les Russes, dans les derniers drones Geranva, ils peuvent en mettre jusqu'à 16 antennes Cometa, ce qui les rend, pour ainsi dire, invulnérables au brouillage électronique de l'OTAN. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. On va revenir à l'Ukraine. Alors ici, dans l'oblast de Zaporojie, ici, donc sur Gouliapolier, eh bien, il y a eu une attaque vraisemblablement d'un Iskander M sur la 110e brigade ukrainienne, et d'après le ministère de la Défense russe, la 110e brigade ukrainienne aurait été quasiment entièrement détruite. Alors pourquoi? Bah parce qu'ils se sont tous rassemblés dans un même endroit. Alors évidemment, moi ça fait longtemps, et je vous l'ai dit depuis plusieurs fois déjà, que par décret c'était interdit de se réunir tout le monde au même endroit, surtout beaucoup de soldats. Bah, ils ont encore recommencé, mais à un niveau jamais vu. Ça ne s'est jamais vu autant de personnes, autant de soldats dans un même endroit. Voilà. Alors, soit c'est les services de renseignement russes qui sont d'une puissance absolument incroyable. Ils ont su qu'à tel moment, à tel endroit, il y avait ce rassemblement, ou soit c'est un traître ukrainien qui est pro-russe, ou voire même russophone tout simplement, qui a balancé l'information aux Russes, qui leur a permis de faire ce tir terrible, absolument terrible, proche du front. Donc peut-être que la 110e brigade avait été ici pour ensuite faire une percée sur le front sud. Je ne le sais pas, mais en tous les cas c'est une frappe absolument terrible, vraisemblablement un Iskander M. Alors ici sur Poltava et Kriviri, il y a eu une attaque de missiles, mais je ne sais pas du tout lequel là par contre. Et donc là ce sont des centres de recrutement dans ces deux grandes villes qui ont été détruits. Donc ça rend encore plus difficile le recrutement ukrainien. Alors c'est des centres de recrutement qui recrutent. Alors il y avait beaucoup de vannes dans la cour, des vannes blancs. Donc on peut supposer que c'est le centre de recrutement qui recrute en réalité en kidnappant les gens dans les rues, vu qu'il y avait apparemment, d'après les témoins, pas mal de vannes blancs dans ces centres de recrutement dans la cour. Bref, voilà, les Russes ont frappé ces centres de recrutement. Alors là, Kiev, j'ai mis une épingle rouge. Pourquoi? Bah parce que Kiev a été très 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 durement touché par des drones et quelques missiles. Faut savoir que Kiev, qui est l'endroit le mieux protégé d'Ukraine, n'est quasiment plus protégé, parce que ça y est, il n'y a plus de système antiaérien à Kiev. Alors quand je dis qu'il n'y a plus, ils ont peut-être deux trois missiles vite fait, mais ça y est, il n'y a plus rien, parce que quasiment tout passe. Quasiment tout passe maintenant dans Kiev. Donc plus l'annonce de Trump comme quoi il ne donnerait plus de missiles patriotes, bah évidemment, bon, on est sur la fin, faut pas se voiler la face. Là, c'est la fin des fins, puisque Kiev est bombardé maintenant à loisir par les Russes. Alors ici, on a Kapatol. Alors Kapatol, ici, a été bombardé. C'est une ville dans l'oblast de Soumy, en Ukraine. Et là, c'est pas très clair. Ce serait soit une usine de drones qui aurait été bombardée par les Russes, soit une usine de fabrication de munitions. Voilà. Alors ici, c'est une attaque de drones par les Ukrainiens proche de la ville de Belgorod. Il y a trois bus qui ont été détruits partiellement par trois drones, et les trois conducteurs ont été blessés, mais heureusement ils ne sont pas morts.
Donc attaque de drone ukrainien dans Belgorod, 3 bus touchés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les frappes générales. On va passer au front. Alors sur Kherson, il ne s'est rien passé. Par contre, une fois n'est pas coutume, dans l'oblast de Zapalojiye, il y a eu 3 avancées. Alors c'est exceptionnel, puisque sur Zapalojiye, ça fait des mois qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien. Et là, ça y est, les Russes ont fait une petite avancée. Là, ils ont pris la ville de Kamianske, ici, petite avancée. La petite avancée ici vers la fameuse ville d'Orirov, qui est très très protégée. Faut pas oublier que c'est ici, exactement ici, qu'il y a eu la grande offensive d'été ukrainienne qui devait piquer sur Rabotino, ensuite Tokmak, Melitopol et la mer d'Azov pour couper l'armée russe en deux. Et oui, c'est ici, cette fameuse zone. Là, ici, à l'est de Zapalojiye, l'oblast, il y a une petite avancée russe. Donc là, ça y est, ça commence à se passer des choses ici dans l'oblast de Zapalojiye, qui était pourtant un endroit très protégé. C'est pour ça que les Russes n'avançaient pas vraiment ici. Il faut dire aussi que Zapalojiye et Kherson ne sont pas les oblasts prioritaires pour les Russes. Présentement, c'est surtout Donetsk et Soumy. Donc là, sur Donetsk, comme d'habitude, c'est là où il se passe le plus de choses. Là, on a une énorme avancée, donc un nouveau record, là, ces temps-ci, d'avancée russe, un nouveau record, une avancée énorme. Et là, vous voyez, c'est là où il y a la fameuse petite ville minière de lithium de Shevchenko, la fameuse ville dont on a enfin parlé dans le New York Times. Et donc, une des plus grosses mines de lithium d'Ukraine, si ce n'est la plus grosse mine de lithium d'Ukraine. Donc là, il y a eu des avancées dans cette direction et dans cette direction. Vous notez qu'ils ont mordu dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Là aussi, ils ont mordu dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Là aussi. Donc là, il y a une petite avancée russe. Ils ont pris Dachny, là, les Russes. Donc vous voyez qu'avec tout ça, là aussi, ils ont mis un pied dans Dnipropetrovsk. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que l'oblast de Dnipropetrovsk sera pris lui aussi? Nous verrons bien. Là, Oudachnier, je l'avais entouré depuis des mois, quoi, plus d'1 an même, ça fait 1 an et demi que je l'ai entouré d'un rond jaune. Et j'avais marqué CH parce que c'était une des 3 mines, il y a 3 mines ici, voilà, qui produit du charbon de très haute qualité permettant de fabriquer l'acier et de fournir les hauts fourneaux ukrainiens. Donc ça fait un moment que les Ukrainiens ne peuvent plus fabriquer d'acier de qualité. Ils ne le peuvent plus puisque les mines principales ont été prises par les Russes. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une avancée russe très importante. Et je pense, ce n'est que mon avis, je pense qu'ils vont aller vers le nord pour couper la route d'approvisionnement de Pakrovsk, la route d'approvisionnement ouest. Je pense que c'est pour ça que j'ai entouré de pointillés verts, donc afin d'étouffer Pakrovsk. Là, vous pouvez voir qu'il y a une énorme avancée russe ici à l'est de Pakrovsk. Et vu les avancées russes, les 2 flèches que je vous avais mises il y a très très longtemps, des mois et des mois, comme quoi ils allaient prendre Pakrovsk en tenaille, ça a l'air de se réaliser. En gros, ils vont faire un siège de Pakrovsk en créant un chaudron pour étouffer Pakrovsk. Pakrovsk, ils veulent pas l'attaquer de plein front comme ça parce que ils se sont bunkerisés à fond. Ils ont protégé la ville tout ce qu'ils pouvaient, les Ukrainiens, et il y a beaucoup de troupes ukrainiennes ici. Donc les Russes vont faire la méthode d'attrition habituelle, pour pas se fatiguer et épargner le matériel et les hommes. Ils vont tout simplement faire le siège de la ville en prenant la ville en tenaille, en étouffant la ville, et à la fin, vraisemblablement, là, les soldats se rendront. Je suppose que là, ils n'obéiront plus
aux ordres de Zelensky qui était immuable jusqu'à maintenant, c'est-à-dire résister jusqu'au dernier soldat ukrainien. Parce que ça a toujours été ça, les ordres de Zelensky et donc de Sielski. Ça a toujours été ça, hein. Ça n'a jamais changé, hein. Donc voilà. Il y a eu un moment, une petite exception d'un village, mais voilà. Mais sinon, non, ils ne font pas de retraite, hein. Ils se battent jusqu'au bout. C'est ridicule, mais ça a toujours été comme ça depuis 3 ans. Là, ici, il y a eu une avancée russe, on va dire notable, hein. Et là aussi, une avancée russe notable. Vous notez que les routes d'approvisionnement sont évidemment en premier touchées, bien évidemment. Donc voilà, ils vont étouffer Paklovsk jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'avancer le long des grandes routes, hein. C'est logique aussi, hein. Vous voyez, hein, là, on a cette route-là, on a cette route-là, vous voyez là, au nord de Toretsk, on a cette route-là, vous voyez, c'est souvent via les grandes routes, hein. Là, c'est pareil ici, hein, hein, pour avancer le plus vite possible. Alors là, ça y est, Chassivyar, avancée russe sur Chassivyar, ça y est, c'est refermé. Alors Chassivyar n'est pas complètement conquise. Il y a toujours des troupes ukrainiennes très faibles qui continuent de guerroyer, mais ça ne durera pas. Il est fort probable que la semaine prochaine, on annonce que Chassivyar est complètement tombé. Mais vous connaissez le ministère de la Défense russe, tant que c'est pas du 100%, voire du 110%, ils n'annoncent pas qu'une ville soit tombée, ils attendent toujours que le contrôle de la ville soit total. Alors comme je le répète chaque semaine, bah, vous voyez, hein, Kostiatynivka, hein, c'est la prochaine cible prioritaire. Pareil, vous notez qu'à chaque fois on se retrouve dans un chaudron, vous notez qu'à chaque fois c'est pris en tenaille, voilà, à chaque fois. Et que feront les Russes quand Kostiatynivka sera prise? Ils remonteront vers le nord pour prendre bien évidemment les deux cibles ultimes que sont Kramatorsk et Slaviansk, bien évidemment. Là sur Siversk, il y a eu deux avancées notables. Donc ça y est, ça bouge enfin ici. Ça faisait un moment que ça ne bougeait plus. Partout, partout. On peut dire que sur tout le front, ils avancent de manière assez conséquente. Et là, Siversk, hein, qui était vraiment un bastion très 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 bien défendu depuis très 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 longtemps, bah, Siversk va tomber. Et quand Siversk va tomber, là les Russes pourront se diriger vers Slaviansk directement. Voilà. Faut pas oublier que c'est Slaviansk et Kramatorsk, hein, qui alimente Kostiatynivka par le sud et Siversk par l'est et enfin Krasny Liman par le nord. Voilà. Donc quand Siversk tombera, les Russes voilà, prendront la route et prendront Slaviansk par le nord. Là, je suppose qu'à un moment donné, ici, ça percera, hein, évidemment, en passant par la grande route pour prendre Slaviansk par le côté est. C'est ce que je suppose. Et j'avais mis une flèche ici parce qu'apparemment, le saillant se produirait ici pour aller vers Slaviansk. Encore une fois, ce n'est que mon analyse, bien sûr, je peux me tromper. Sur Krasny Liman même, il n'y a pas eu d'avancée. Là, c'est intéressant parce que la semaine dernière, je vous avais mis une avancée de la 3e brigade ukrainienne, hein, qui voulait faire une percée ici. Et bon, bah, comme d'habitude, hein, ils se sont fait pas massacrer, mais ils ont pris de grosses pertes. Et comme ils sont constitués principalement du bataillon Azov, bah Azov faisant du Azov, c'est-à-dire dès que ça devient un petit peu difficile, hop, ils fuient. Voilà, c'est leur méthode. Donc, bon, bah ils ont fui. Voilà. Et les Russes apparemment ne les ont pas poursuivis. Donc la fameuse 3e brigade, hein, vous savez, il y a des brigades très connues, il y a la 47e brigade, la 3e brigade, ce sont les brigades d'élite ukrainiennes. Et on voit ce que ça donne, les brigades d'élite avec Azov. Alors ici, pourquoi j'ai entouré d'un rond vert? Bah parce que ici, bah, là, c'est l'oblast de Lugansk ici. Et le gouverneur de Lugansk avait dit qu'il avait pris 100% Lugansk. Or,
On peut dire que c'est vrai, parce que vous voyez, il y a eu une avancée russe importante qui a permis de dire au gouverneur de Lugansk, ça y est, ça a été prêt à 100%. Mais techniquement, non. Techniquement, non. Il reste ce minuscule confetti qui fait peut-être 2-3 km². Voilà. On va dire que 99,99% de Lugansk a été pris, mais techniquement, il reste cet endroit-là pour dire véritablement que 100% de Lugansk soit prise. Mais bon, là vraiment, là c'est pour rigoler évidemment. Lugansk a été, on peut dire que Lugansk a été entièrement prise suite à cette avancée russe assez notable qui a permis la prise de cette ville-là. Voilà, voilà. Ici, il y a eu une avancée russe importante, notable. Et donc, alors pourquoi ils se dirigent vers là? Alors, peut-être parce que ici, la distance entre les deux rives est faible. Vous allez me dire ici encore plus faible. Sauf qu'ici, à Senkovier, c'est très renforcé. Il y a des forces ukrainiennes assez puissantes ici, beaucoup moins puissantes ici. Donc peut-être que les Russes, mais ça ne reste que mon humble avis, peut-être que les Russes vont traverser ici la rivière Oskol. Certes, c'est un peu plus large, mais c'est beaucoup moins protégé. Donc bon, on verra, hein, on verra bien. Mais en tous les cas, c'est une hypothèse. Alors là, c'est la grande surprise générale. Grande surprise. En moins de 2 jours, les Russes ont avancé de tout ça et ils ont pris 2 villes sans coup férir. Je dis bien sans coup férir. Et pourtant, on parle de Kupiansk, l'endroit le plus important du nord-est, de l'extrême nord-est du front. Donc là, ils vont prendre Kupiansk. Alors maintenant, et ça ne reste que toujours mon humble avis, je suppose qu'ils joueront une stratégie sage et longeront la rivière pour refermer le chaudron, tout ce chaudron-là ici, et non pas prendre immédiatement Kupiansk, comme ça. Je suppose qu'ils seront plus ambitieux et couperont toute retraite aux forces ukrainiennes ici afin de les prendre au piège grâce à la rivière Oskol. Donc moi, si j'étais de l'état-major russe, je bloquerais tout ça. Je bloquerais tous les accès ici pour bloquer tous les Ukrainiens là. Alors, évidemment, je ne suis pas dans l'état-major, hein, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais en tout cas, c'est ce que moi je ferai. Je ne me précipiterai pas pour envahir Kupiansk. Voilà, je prendrai Kupiansk dans le chaudron, en tenaille. Voilà, et je refermerai comme ça le chaudron. En tout cas, voilà. Maintenant, on verra. Ça, ce n'est que mon avis à moi, bien sûr. Là, il y a eu un nouveau front qui a été ouvert par les Russes. Alors, peut-être vont-ils se diriger vers Veliki Bourlouk. Je sais pas. Ça fait des mois et des mois que je vous ai mis un triangle ici parce que c'est une zone logistique très importante. C'est pour ça que moi je pensais qu'ils allaient prendre Veliki Bourlouk par le sud-est. Je vous avais mis cette flèche-là. Alors apparemment, je me serais peut-être trompé et apparemment ils vont le faire par ce nouveau front là qui vient de sortir et peut-être prendre par l'est comme ça. Alors voilà, après maintenant, je ne sais pas, hein, est-ce que c'est un épiphénomène et qui ensuite ils vont battre retraite, je ne sais pas. Mais s'ils continuent, ce serait logique qu'ils aillent ici. Bon, nous verrons bien. Sur Wolfshansk Lipsi, il ne s'est rien passé, mais ça bataille toujours fort. Sur Soumis, il s'est passé des choses, donc là les Russes ont avancé. La semaine dernière, je vous avais mis plein de flèches bleues là. C'est-à-dire il y avait plusieurs assauts frontaux face aux Russes par les Ukrainiens. J'avais l'impression qu'ils avaient mis tout ce qui leur restait. Et ils se sont fait repousser, et pire que repousser, puisque les Russes ont avancé ici au nord de Soumy. Ils se dirigent toujours vers Soumy, bien sûr. Par contre,
Là, une fois n'est pas coutume, c'est assez étonnant. Les Ukrainiens ont fait une retraite ici et ils ont refait un deuxième assaut, mais plus puissant. Et apparemment, là, les Russes n'ont pas réussi à les repousser. Là, ils s'en sont arrêtés là. C'est pour ça que j'ai mis des pointillés bleus. Et apparemment, ça a l'air de tenir côté ukrainien. Alors, on verra. Mais en tout cas, leur deuxième assaut était plus puissant. Et les Russes ont été surpris apparemment dans cette zone-là. Et ils n'ont pas pu les repousser, contrairement à tous les assauts qui étaient là. Alors évidemment, nous verrons bien, hein. On verra bien, mais à mon avis, ils vont se faire détruire ici, hein. Là, leurs forces ont beau être plus puissantes que la force du premier assaut, ils ne tiendront pas, c'est juste pas possible. Pas avec ce qu'ils ont ici. En tous les cas, bon, on sait très bien comment ça va se finir, hein, mais bon, je vous dirai ça la semaine prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte sur l'Ukraine. Alors évidemment, je me répète, je l'avais dit la semaine dernière, l'Ukraine est bombardée par des centaines de drones en permanence, des dizaines de missiles en permanence. Voilà, donc il y a plus vraiment de résistance antiaérienne côté ukrainien. C'est pour ça que les Russes peuvent se permettre cela. Donc de grosses destructions sur toute l'Ukraine en réalité, hein, bien évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, éventuellement un abonnement, aussi un petit don, éventuellement, si vous appréciez mes vidéos. Enfin, partagez mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.